possession que nous découvrons sur ces images est celle du professeur Titus Edjoa. Il a été plusieurs fois ministre sans interruption pendant 12 ans. Il a été un très proche collaborateur du président Paul Biya jusqu'au 20 avril 1997, date de sa démission du gouvernement, date également de l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle de 1997 contre le président sortant Paul Biya. Le 12 mai 1997, il est arrêté et incarcéré au CED, le secrétariat d'État à la Défense. À l'issue de procès à plusieurs étapes, le professeur Titus Edjoa est condamné d'abord à 15 puis à 20 ans de prison ferme. Le 24 février 2014, le professeur en chirurgie recouvre sa liberté 17 ans après, à la faveur d'un décret présidentiel signé quelques jours plus tôt. Si beaucoup le décrivent comme un personnage discret, secret, introverti, voire mystique, en réalité, très peu le connaissent vraiment. Je suis né le 4 janvier 1945 à Bonabéry. Mon père a travaillé dans les chemins de fer. Elle a été boy dans les restaurants des chemins de fer. Et c'est dans un camp de chemin de fer à Bonabéry que j'ai vu le jour. Après cela, mon père a été transféré à Douala et on s'est installé au quartier des Nouvelles, qui était encore un tout petit quartier dans le temps. Et c'est là où j'ai grandi. Je crois, de 4-5 ans à 18-19 ans. Dernier enfant d'une famille qui en compte 5, le petit Titus Edjoa, intelligent mais turbulent, va obliger ses parents à l'inscrire prématurément à l'école. Ma scolarité est un peu particulière. Je vais entrer à l'école primaire comme par hasard. Quand l'heure arriva pour inscrire mon aîné à l'école, j'étais encore trop petit. Mais on me trouvait agité et puis restant seul à la maison, j'étais considéré comme quelqu'un qui causait beaucoup de dégâts parce que j'étais un peu agité. C'est comme ça que je fus inscrit à l'école primaire comme auditeur libre. Donc quand on faisait l'appel, moi j'entendais pas mon nom et j'étais inquiet. C'est ainsi que j'ai suivi le cours enfantin, comme on disait à l'époque, enfantin, enfanté 2, en auditeur libre. Mais je fus inscrit par la suite au cours préparatoire 1 à l'école de New Belbassa. Par la suite, j'ai été inscrit avec mon grand frère, c'est-à-dire le premier grand frère, Joseph Edjoa, à l'école Saint-Jean-Bosco de Bonadibon, au cours préparatoire 2A. Et nous partions tous les matins de Nouvelle à l'école Saint-Jean-Bosco de Bonadibon, à la cathédrale de Douala. Tous les matins, on ne revenait que le soir à pied. Et c'est alors que, inscrit au cours préparatoire 2, je fis la première année. Et à l'issue de cette année, le directeur de l'école a trouvé que j'avais un niveau supérieur et m'a fait sauter une classe. Du cours préparatoire 2, j'ai été inscrit au cours élémentaire 2. À la fin
En 1957, je faisais donc mon CEP que j'obtins, c'était au mois de juin de cette année-là, 1957. J'avais 12 ans. Je fis le concours d'entrée en 6e, concours national, que j'obtins aussi, avec un choix entre le collège Liberman, le collège Vogt et le collège Macaque. Pendant que je m'apprêtais à intégrer un de ces collèges, c'était des collèges fameux, très très réputés, les abbés de l'église de Newbel me firent faire un autre concours, celui d'entrer au petit séminaire de Boni-Poupa. J'avais été 3e au concours national et au concours du petit séminaire, j'avais été 1er. Ma grande sœur m'a beaucoup influencé en m'incitant d'aller au petit séminaire parce que là-bas, on formait des savants. C'est ainsi que je me retrouve au petit séminaire de Boni-Poupa en octobre 1957, en 6e. Alors je fais le petit séminaire à Boni-Poupa jusqu'en classe de 3e. Et quand j'arrivais au petit séminaire, nous étions encadrés par trois personnalités, je dirais, qui ont joué un grand rôle par la suite à ma vie. Le directeur du séminaire était le père Rémy, père Adrien Rémy. J'ai eu l'occasion de rencontrer Titus pour la première fois en 1957, au moment où nous avons fondé le séminaire de Boni-Poupa. Nous avons accueilli dans les 80 séminaristes. Titus était le plus jeune élève de sa classe. Titus était très brillant, bien sûr, étant donné son âge. Après le petit séminaire de Boni-Poupa, situé dans le diocèse d'Edéa, le petit Titus Edjoa est admis en classe de seconde au collège Liberman de Douala. Et là-bas, il retrouve son ancien professeur du petit séminaire, l'abbé Pierre-Célestin Cour, qui deviendra plus tard évêque. Une rencontre qui va s'avérer déterminante. Il me fit appeler au collège Liberman pour me poser une question apparemment anodine, mais à la fin, qui ouvrait mon avenir. Il me posa cette question. 2 questions. Es-tu encore aussi brillant que quand tu étais tout petit? Oh, c'était une question à laquelle je ne pouvais pas répondre. Et il ajouta, que voudrais-tu faire à l'avenir? Alors, je répondis avec beaucoup de véhémence, beaucoup de force. J'ai dit, tout ce temps, moi je vais être un chirurgien. Il m'a dit, mais pour être chirurgien, tu dois d'abord être un médecin. J'ai dit, oui. Mais si demain je suis un médecin, moi je voudrais être un chirurgien. Tout s'arrêta là. Non, tout ne s'arrêta pas là. Le petit Titus Edjoa, brillant élève, obtient son baccalauréat français en philosophie en 1964. Mais dans l'impossibilité de bénéficier d'une bourse d'État pour l'étranger, il s'inscrit à la faculté des sciences économiques et de droit à la jeune université de Yaoundé qui accueille sa 2e promotion d'étudiants. Mais quelques semaines seulement après la rentrée académique, le jeune Titus Edjoa reçoit une lettre venue d'ailleurs. Elle va complètement changer le cours de sa vie. Un jour, mois de novembre, je reçois une lettre d'Europe. Je
me rends compte que le timbre était un timbre d'Italie. J'ouvre la lettre. Qui m'envoie la lettre? Monseigneur Pierre Célestin Court. Et que dit la lettre? Alors, mon garçon, si tu n'as pas changé d'idée, j'ai trouvé une bourse pour toi, pour faire médecine, à Milan. Si tu n'as pas changé d'idée, voilà les formalités à faire. Et il faut venir le plus tôt possible parce que les inscriptions vont bientôt prendre fin. C'est comme ça que, surpris, je me prépare tant bien que mal. Pour faire le passeport, ce n'était pas évident. Avoir le visa et tout ça. C'est ainsi que je pars du Cameroun le 7 janvier 1965. 3 jours après mon anniversaire. J'avais 20 ans. Dès son arrivée en Italie, le jeune Titus Edouard s'inscrit à la prestigieuse faculté de médecine de Milan. En plus de ses cours et pour se distraire, il joue régulièrement à la guitare et pratique le football. J'étais très actif au football jusqu'à l'âge de 21 ans d'ailleurs, parce qu'en Italie, j'ai joué dans ce qu'on appelle les poules de l'AC Milan, qui était à Sérigno. Mais ceci ne pouvait pas aller avec les études de médecine. Je l'ai fait pendant 7-8 mois, une saison, et je me suis retiré. Et j'ai continué à jouer quand même à l'équipe de l'université. Alors la musique, elle est aussi spontanée. D'abord, j'ai joué à la guitare, et j'ai d'abord appris à jouer à l'harmonium au petit séminaire, donc avec beaucoup de bonheur. Mais après, n'ayant plus d'harmonium, je me suis versé à la guitare. Alors au départ, la guitare était purement spontanée. Mon cousin m'a appris à jouer les notes et tout ça. Et quand je suis arrivé en Italie, je me suis inscrit à une école de guitare classique. Donc j'ai fait de la guitare classique pendant de nombreuses années. Cette guitare que vous voyez est aussi une guitare historique parce qu'elle a été faite sur mesure pour moi en 1966. Donc je vais profiter pour vous jouer une petite sonate, une sonate d'un auteur-compositeur espagnol, Ferdinand Sor. Je pense que après tant d'années, je vais réussir à m'exprimer. Je n'étais pas un compositeur, mais je jouais plutôt, bon, quand c'était la guitare folklorique, je le faisais, mais surtout, je suis devenu un guitariste classique. Et bon, j'ai chanté comme tous les jeunes, mais bon, c'est l'amour, la tristesse, un peu de tout, un peu de tout. Rassurez-vous, le jeune étudiant en médecine ne se laisse pas aller. Il connaît ses priorités. Il va mettre les bouchées doubles pour réaliser son rêve d'enfant. Devenir médecin d'abord
et chirurgien ensuite. Je suis allé plus vite que prévu, au lieu de 6-7 ans. Je l'ai fait en 5 ans et demi. C'est ainsi que le 23 septembre 1970, j'obtenais mon doctorat en médecine générale. J'avais 25 ans. Après cela, je fis le concours pour entrer en école de chirurgie dans la même université, que heureusement j'obtins avec succès. J'entrais donc à l'école de chirurgie au mois de novembre 1970, école que je fis en 5 ans comme prévu, et j'obtins mon diplôme de spécialiste en chirurgie générale. Aussitôt son diplôme obtenu, le 20 novembre 1975, le jeune médecin décide de rentrer au Cameroun. Et il le signifie à sa hiérarchie en ces termes. Professeur, je crois que je sens que je dois rentrer parce que je peux être plus utile là-bas qu'ici. Alors mes collègues m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu es bien ici, j'avais un très bon salaire évidemment et tout. J'ai dit non, je préfère rentrer. Je vais... Alors le directeur de mon chef de service, tout en regrettant, il m'a beaucoup encouragé pour rentrer. C'est ainsi que le 7 août 1976, je pris le train depuis Milan pour Paris. Et non, le 5 août, je pris le train depuis Milan. Arrivé à Paris le 6, je prenais l'avion le 7 août 1976. Avec comme bagage que j'avais envoyé en anticipation mes livres. Tout mon bagage. Alors j'arrive à Yaoundé, ce même jour, le 7 août, et l'aventure va commencer. En tant que chirurgien. J'avais l'air tellement jeune que même mes collègues ne croyaient pas que j'étais chirurgien. Bon, la chirurgie, c'est pas le physique, c'est pas les muscles. J'ai vite fait d'entrer dans la danse. Disons que il fallait s'adapter à l'atmosphère. Je venais des hôpitaux qui étaient super équipés. Alors j'ai commencé à m'adapter d'abord à la mentalité, et puis à l'environnement, et surtout au matériel qui était vraiment matériel primaire, il fallait s'adapter. Et je pense que ceci m'a poussé vers la virtuosité manuelle. Parce que les services de réanimation n'étaient pas encore très performants. Donc il fallait opérer très vite, mais bien. Après sa période d'adaptation, le jeune chirurgien de 30 ans va exercer tour à tour à Ebolova, au sud du Cameroun, comme chirurgien-chef, puis à Ayos, localité située à un peu plus de 100 km de Yaoundé, comme directeur du centre d'instruction médicale, où le jeune chirurgien forme plusieurs promotions d'infirmiers brevetés. En 1980, le docteur Titus Edjoa est affecté à l'hôpital central de Yaoundé. C'est donc à l'hôpital central de Yaoundé que je veux faire, je dirais, mon sanctuaire professionnel. Et en même temps, j'intègre l'enseignement que je faisais déjà quand j'étais à Milan, et comme chargé de cours au CUS, à l'université de Yaoundé. Et c'est là où je vais gravir les échelons de l'enseignement. Et c'est à partir de là que je vais préparer mon agrégation à Paris. Ça demande un travail énorme, non seulement sur le plan technique, mais surtout
sur le plan de recherche chirurgicale. Recherches chirurgicales qui ont été sanctionnées le 7 janvier 1985, j'avais 40 ans. À l'hôpital central de Yaoundé, le désormais professeur Titus Edjoa va pratiquer plusieurs interventions chirurgicales, les unes aussi délicates que les autres. Il s'en souvient encore comme si c'était hier. Il y a un jour où j'ai eu à opérer en salle d'op de 6 h du soir, de 18 h à 6 h du matin. C'était des urgences. Pratiquement ce jour-là, j'ai opéré des urgences les majeures qu'on rencontre en chirurgie générale, occlusion intestinale, péritonite, appendicite aiguë, des grossesses extra-utérines, enfin des trucs comme ça. Et ce jour-là, je crois que ça a été l'apogée de l'intensité physique et professionnelle. Mais il y a des interventions que j'ai faites qui ont été des interventions plutôt difficiles, parmi lesquelles un immense goitre d'un jeune de 14 ans et que j'avais préparé pendant 3 semaines, donc il était devenu un habitué du service. Et quand je l'ai opéré, tout le monde était avec nous, quoi, par la pensée. L'autre intervention dont je me souviens qui avait eu beaucoup de problèmes aussi, c'était quelque chose d'extrêmement rare, à savoir un abcès de la rate. Un abcès de la rate, c'est quelque chose de très rare chez une femme, une dame de 80 ans, qui nous a aussi créé beaucoup de problèmes par la suite opératoire. Et ce cas a été tellement intéressant que je l'ai présenté à l'Académie de chirurgie française. Il était très silencieux les matins, le jour où il opérait, quand il avait une grande intervention. Il ne parlait pas, parlait très très peu. Il avait même du mal. Déjà, le matin, il prenait souvent son verre d'eau, un fruit. Et quand j'avais constaté qu'il mettait trop long à l'hôpital, qu'il partait à 9 h ou à 8 h, il revenait parfois à 20 h. C'est-à-dire qu'il opérait pratiquement toute la journée. J'étais tellement concentré que je me retirais à moi-même parce que déjà le soir, je me prépare à l'intervention, surtout quand l'intervention est costaude. Vous devez être frais, non seulement physiquement, mais mentalement. Et ça demande une concentration très très particulière. Et c'est pour cela que c'était quelque chose qui me convenait parce que déjà de caractère, je ne suis pas très expansif, ce qui fait souvent penser que je suis mystérieux. Bon, c'est un état de ma personnalité. Et ça demande, c'est un travail qui demande non seulement une régularité dans le geste chirurgical de la technique, mais il faut toujours être à la pointe de la technique. Donc vous devez revoir vos techniques opératoires du passé et voir s'il y a des changements, adapter tout ça à l'environnement parce que chaque malade est différent de l'autre. Alors c'est votre travail de chirurgien qui vous fait rencontrer le président Paul Biya? Indirectement, oui, parce que j'ai eu une patiente qui avait été opérée d'un goitre, intervention que j'ai dû reprendre, d'ailleurs plusieurs fois. La première fois, c'était de recorriger la première, et la deuxième fois, cette patiente avait un cas très très rare et particulier. Bon, sur le terme technique, elle avait un kyste
On appelle ça un kyste du canal thyréoglosse de Bosch-Dalec. C'est compliqué, mais c'est-à-dire, il y a toujours la thyroïde, sur le plan embryonnaire, naît du fond de la langue. Et c'est par un canal qu'il vient se retrouver devant la trachée, la partie antérieure du cou. Il peut y avoir une malformation qui se présente. Bon, il faut être très alerte pour faire ce genre de choses. C'est après ces interventions donc, je me suis retrouvé devant le Premier ministre d'alors, le Premier ministre Paul Biya, qui a voulu me rencontrer pour lui avoir rendu ce service. Et vous devenez ami? Ami, non. Ce terme-là, il est trop... C'est un terme brutal. C'est-à-dire, c'est quelqu'un avec qui j'échangeais sur tous les plans, sauf en politique. On parlait de tout et de rien, de l'art, de la philosophie. Et c'est sur ces entrefaites, puisque c'était au mois de septembre 1981 que je l'ai connu. Alors là, on a commencé à parler de la politique, mais pas sur le plan politicien. C'était sur le plan purement d'idées. Et c'est là que je me découvre moi-même d'avoir lu beaucoup de choses avant. Et vous demandez des conseils? Oh, ce n'était pas des conseils. Qui suis-je pour être conseiller du président de la République? C'était des échanges. C'était des échanges. Et par la suite, parce qu'au début, on pensait que j'étais son médecin. Je n'ai jamais été le médecin personnel du président. Pour être médecin personnel du président, il faut un décret. Parce que c'est une lourde responsabilité. Et vous ne l'avez pas soigné? On peut soigner tout le monde. Ce n'est pas pour autant que vous êtes le médecin attitré. Quelle est la différence? La différence, c'est que quand vous avez votre médecin, encore, si vous avez votre patient, un patient de ce genre, c'est une responsabilité nationale. Donc, si quelque chose lui arrive, vous pouvez dire, vous pouvez savoir ce qui lui arrive. Mais ce n'était pas dans ce sens-là. Donc, mais bon, après, à force d'échanger, après 4 ans, parce que j'étais à ses côtés, j'ai fait de 82 à 85 sans avoir aucun poste particulier. C'est alors que j'ai été nommé, il m'a nommé ministre chargé de mission. Et là, j'entre, pas en politique en tant que tel, mais comme homme d'État. Pour ça, avant d'être un homme d'État, vous dites, vous échangez déjà avec le président de la République, comme Premier ministre d'abord, et puis comme président de la République. Bon, tout le monde sait, tous les Camerounais savent que vous êtes un grand maître de la rose, quoi. Alors, ça a commencé en Italie, au Cameroun? Ce genre de choses m'ont intéressé avant même d'aller en Europe. C'est quand j'arrive en Italie, tout jeune, que j'ai trouvé l'ouverture. Et je ne pense pas que ça va vous faire peur, que c'est à 20 ans que je suis rosicrucien. Donc, aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut. Pas vous jeter dans cette cabale, je ne sais pas de quoi. Disons, le mysticisme, je l'ai expliqué dans un ouvrage, pour ceux qui veulent entrer dans les détails. Méditation de prison. Méditation de prison, écho de mes silences. Le mysticisme, c'est la recherche de la connaissance, ni plus, ni moins. Le mysticisme ne peut pas être contre la religion. Je vais vous surprendre. Alors on peut être à la fois chrétien, catholique et rosicrucien? Je ne dis pas on peut. Moi, je suis rosicrucien, je l'ai été tout en étant chrétien. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui a raffermi ma foi. Pour ça, est-ce qu'il y a des critères Oh, il n'y a aucun critère. C'est chacun qui se sent de ce genre de recherche. Alors comment ça se passe?
Pour être rosicrucien, il faut être comme vous êtes là. Si ce genre de choses vous intéresse, vous frappez à la porte. Aujourd'hui, c'est Internet et tout. Vous voyez ce qu'il faut. Si vous voulez vous inscrire, vous frappez à la porte. Vous faites une demande. Ils vous acceptent ou ils ne vous acceptent pas. Parce qu'on ne va pas dans ces ordres initiatiques pour chercher le matériel, la richesse, les postes et tout ça. Tout ça, c'est de la cabale. Il faut démystifier tout ça. Le président de la République ne m'a pas nommé ministre parce que j'étais dans des ordres initiatiques. Sinon, il devrait nommer des centaines de Camerounais qui sont dans les ordres initiatiques. Il y en a beaucoup? Je ne sais pas. Une des règles, c'est que si vous êtes dans un ordre initiatique, si vous êtes avec moi, je n'ai pas le droit de dire que vous y êtes, par respect de votre personne. Si bien que vous apprenez beaucoup de principes, mais qui sont des valeurs. Il ne faut pas confondre cela avec, comme je disais, l'occultisme. Donc, l'ouvrage, j'ai été obligé de le préciser. Malgré cela, il y en a qui s'obstinent à prendre le mysticisme pour l'occultisme. Alors, pour vous, la rose quoi, c'est quoi? C'est un ordre initiatique qui vous donne les possibilités de faire une recherche personnelle de vous-même et de l'univers. Peu importe le niveau d'études, hein. Vous avez dedans de grands professeurs d'université comme des gens élémentaires sur le plan intellectuel. Et puis le niveau d'évolution intérieure n'a rien à voir avec le bagage intellectuel. Donc vous apprenez à faire la différence entre le bagage de l'intelligence, le niveau de l'intelligence et le bagage intellectuel. Alors les deux, s'ils vont ensemble, il faut toujours que le bagage intellectuel soit au service de l'intelligence, pas le contraire. De même, sur le plan matériel, il faut toujours que le plan spirituel domine le plan matériel. Au fait, c'est un peu ce genre de choses qu'on y apprend. Il n'y a rien de secret et de particulier où c'est pas, on recherche je sais pas quoi. Alors, maître, enfin, professeur, bon, est-ce que vous êtes aussi franc-maçon? Non, et puis même si je l'étais, je ne vous le dirais pas. Dans la mesure où il faut respecter l'intimité des autres. À quoi servira-t-il que vous ou d'autres sachent que je suis un prestidigitateur ou je ne sais pas quoi? Il faut respecter les autres. Même ma religion, vous devez la respecter comme je respecte la vôtre. Donc, c'est une occasion aussi, une énième occasion pour dire qu'on ne cesse de diaboliser les ordres initiatiques. Il n'y a rien de secret dedans. C'est la discrétion dans la recherche de la connaissance. Pas seulement de soi, mais de l'univers. Alors, quelle est la différence qu'il y a entre la rose-croix et la franc-maçonnerie? Oh, les ordres initiatiques ont leur histoire. Chaque ordre initiatique a ses missions, parce que la connaissance a vraiment des aspects différents. Mais à la fin, tout se rejoint. Si, par exemple, la franc-maçonnerie insiste beaucoup sur la réflexion, un ordre comme l'ordre rosicrucien à mort insiste sur la méditation, sur la contemplation, mais à la fin, c'est la recherche de la connaissance où on retrouve d'un côté l'amour, avec A majuscule, et d'un autre côté la connaissance. C'est ces deux principes qui, selon les missions de ces ordres, donnent la possibilité à l'être humain d'évoluer intérieurement. Évoluer intérieurement, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement qu'on découvre ce qui est caché dans la nature, à savoir les lois de la nature qui sont autour de nous mais que nous ne connaissons pas. Et au fait, ces lois-là qui sont dans la nature, ils sont en nous-mêmes. C'est pour cela que je peux vous dire, quand Socrate adhère à la formule qui est au temple de Delphes, Gnotis Theoton, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Parce que l'homme est un microcosme. Il a toutes les lois de l'univers en lui et ces lois correspondent aux lois qui sont dans l'univers. Est-ce qu'il n'y a pas eu des déviations? Oh, des ordres comme cela, vous pouvez dévier, mais l'ordre reste toujours dans sa mission. Ce n'est pas des choses qu'on peut dévier. Même dans l'Église catholique, vous avez vu qu'il y a
Il peut y avoir des déviations, mais Rome reste Rome, Moscou reste Moscou pour les Coptes. Et c'est ce qui se passe partout, parce que il faut aussi, il ne faut pas condamner ces ouvertures, parce que ces ouvertures même aident l'ordre central à progresser. Donc, il ne faut pas être rigide. Mais l'important, c'est que celui qui adhère, il doit trouver ce qu'il est allé chercher. Quand il ne trouve pas ce qu'il est allé chercher, mais il est libre de partir ou de créer autre chose. Mais ça n'arrive pas souvent. Oui, pour ça, il y a beaucoup de Camerounais, sinon la majorité estime qu'il faut à tout prix être dans un ordre initiatique pour avoir des postes, des grands postes au niveau de l'État. Oui, ça c'est erroné. Erroné. Et c'est un appel que je lance à la jeunesse, qui ne se méprenne pas de suivre ce genre de chemin. Car au bout du chemin, c'est un mur. Les ordres initiatiques n'ont rien à voir avec les fonctions de poste. Évidemment, vous trouverez des gens qui sont dans des ordres initiatiques qui ont des postes. Beaucoup. Beaucoup, et beaucoup aussi qui n'y sont pas et qui sont des gens... Rares. Non, ils ne sont pas rares. Ils sont pas rares. Mais quand on voit votre parcours, on se dit que bon... Mais pourquoi moi, vous voulez que vous m'identifiez à un ordre initiatique, mais vous faites beaucoup de... Mais vous pouvez servir de modèle ou de repère Mais à une certaine jeunesse. j'en ai formé beaucoup de jeunes qui n'ont rien à voir avec les ordres initiatiques, qui sont aujourd'hui de grands hommes d'État. Évidemment, je ne peux pas les nommer. Ils sont plus nombreux. Et puis, si je vous forme, ça n'a rien à voir avec un ordre initiatique. L'ordre initiatique, c'est comme... c'est un instrument, au fait. Ce n'est pas une fin en soi. Voyez-vous. Donc, vous allez chercher l'instrument que vous-même vous sentez rechercher. Voyez-vous. Ce n'est pas une fin en soi. Donc, on n'est pas un homme extraordinaire parce qu'on est dans un ordre initiatique. Non. Dans son village de Simbok, devenu en quelques années un quartier de Yaoundé, le professeur Titus Edjoa a eu l'idée lumineuse d'aménager un cadre conforme à sa vision de la vie, c'est-à-dire simple et tranquille, sans ostentation aucune. J'ai intégré ce lac comme bassin d'eau naturel dans le domaine. Et que représente l'eau pour l'initié que vous êtes? Oh, c'est pas par rapport à l'initiation, c'est par rapport à la nature. Parce que vous voulez être en harmonie avec la nature? Avec la nature, avec soi-même, parce que la plus grande partie de notre corps est constituée de plus de 75% d'eau. Donc c'est normal que l'eau vous attire et que vous attiriez l'eau vers vous. Le lac s'est construit en même temps que la villa. C'est pas le château? Oui, auquel j'ai donné le nom de château, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire, pendant qu'on construisait le château, ce lac était rien que du marécage. J'ai élagué le marécage, et c'est ce marécage qui a fait de l'humus que mon épouse a utilisé pour créer tout ce grand jardin que vous voyez.
créé le jardin. J'y ai mis de l'eau, la Mefou qui passe juste à côté. Et c'est ça qui a donné cette vue, ce domaine que j'ai voulu naturel. Combien d'hectares? À peu près 3 hectares et demi à peu près. Alors comment ce domaine est né dans l'esprit de quelqu'un, dans l'imaginaire de quelqu'un? Oui, c'est un peu la projection de ce que je pense être. Je l'ai fait d'une façon spontanée. Je n'ai pas invité les paysagistes, je l'ai fait comme je sentais au fur et à mesure. Avec les conseils de mon épouse, on a créé quelque chose qui nous paraissait bien. Ça a duré combien de temps? 10 ans. 10 ans. Ça coûtait cher, très cher. Au fur et à mesure, on ne se rend pas compte, mais si on fait le plein, peut-être cher, mais programmé. Parce que par exemple, la villa est faite de briques de terre cuites. Et j'ai créé une briqueterie. Et ces briques, c'est la terre de Simbok qui a construit la villa. Et puis vous pouvez voir ce boucaro, c'est ces mêmes briques qui ont créé. C'est-à-dire... Il est sur pilotis, c'est un peu rare. Oui, c'est sur pilotis. C'est chinois ça? Oui, c'est un ami chinois, l'ambassadeur chinois d'alors, qui me l'a conseillé. Donc voyez-vous, c'est quelque chose de construit, c'est viscéral. C'est pas un mimétisme. On est là chez nous parce que chaque pierre, chaque fleur a été plantée par nous-mêmes. Il y a les palmiers, il y a même une petite forêt, on peut le dire. Une petite forêt vierge, et même de l'autre côté, c'est toujours Simbok, hein, c'est toujours chez moi. Mais bon, ça c'est, pour le moment, je crois que ça me suffit. Mais bon, on est, tout en étant en ville, on est au village. Alors vous plongez souvent là vous... Ah oui, là vous me faites sourire aussi. Il y a eu des anecdotes. On disait qu'avec mes pouvoirs occultes, j'avais la capacité de plonger sous le lac et d'aller déguster le vin et tout ça. Mais vous voyez que c'est toujours de la cabale. Bon, je ne sais pas si on peut plonger sous un lac et aller déguster, mais bon, je le leur concède. Si on me donne ces pouvoirs, il ne faut pas refuser les pouvoirs, même si vous n'en avez pas. Si on vous le donne, il faut seulement mieux l'utiliser, le pouvoir. Mais sinon, c'est un lieu d'inspiration pour vous, des méditations? Alors, c'est pour cela donc que j'ai donné le nom de Château du Graal. Le Graal, c'est un symbole éternel, n'est-ce pas, de la connaissance avec ses majuscules, de la sagesse. Là, il y a la paix, le silence. Donc, le château du Graal, ça ne veut pas dire un château où il y a de la magie noire. Ça veut dire tout simplement un espace où on le rencontre pour Rosicruciens. Non, il n'y a pas quelque chose comme ça. C'est tout simplement, vous y venez, vous pouvez méditer, marcher, retrouver la paix non seulement avec la nature, mais avec vous-même. Et je vous suggère de venir marcher seul. Vous pouvez méditer. Méditer, c'est une retraite en soi pour se revoir. Ce qu'on est, c'est pas des choses inventées. Ça existe depuis des millénaires. Donc, il ne faut pas privilégier la logorée, c'est-à-dire le bavardage inutile. Quand j'étais au petit séminaire, au collège Liberman, on nous a appris à nous retirer. La retraite, on la faisait la dernière semaine de Pâques, c'est-à-dire entre le dimanche des Rameaux et la journée de Pâques. Et ça m'a donné l'habitude, et peut-être c'est de ce genre de retraite qui m'ont donné cette impulsion intérieure de chercher un peu plus. C'est un peu inhabituel de voir un rosicrucien parler de l'église. Qu'est-ce que vous en savez? C'est inhabituel. Si vous ne m'aviez pas donné le titre de rosicrucien, comment alliez-vous savoir que je le suis? Mais il y en a plein dans le monde entier. Alors vous confirmez que les deux peuvent aller ensemble, ou que les deux vont ensemble? Les deux peuvent aller ensemble. Je vous dirais même que, par exemple, dans la franc-maçonnerie, au départ, que vous connaissez dans l'histoire, vous pouvez connaître autant que moi. Je peux vous rappeler que la franc-maçonnerie a été créée le 24 juin 1717 à Londres. Pourquoi cette date? Allez revoir votre calendrier, vous allez voir que
Le 24 juin, c'est la fête de Saint Jean, l'apôtre de Jésus, qui est la référence de ce qu'on appelle l'agnos. L'agnos, c'est quoi? C'est la connaissance. Et cette connaissance vient de Pythagore. Voyez-vous. Donc, être franc-maçon ne veut pas dire qu'on est contre Dieu. Être initié dans un ordre initiatique ne veut pas dire mettre bien un tort pour détruire l'Église ou quoi que ce soit. Qu'on est avec Dieu, qu'on est avec l'Église. Vous-même, vous êtes avec Dieu. Pourquoi voulez-vous que ce soit un autre Dieu qui vous amène à vivre? Il faut chercher Dieu en vous. Ça, c'est la ligne des ordres initiatiques. Et pourquoi pas dans les religions? La religion catholique, quand on prie, par exemple, lorsque vous aviez 5 ans, l'image de Dieu que vous aviez, je suis sûr, j'ai la certitude que ce n'est pas la même que vous avez aujourd'hui. Alors, c'est le même Dieu ou c'est un Dieu différent? Cela dépend de vous. Ouais, c'est tout ça qui fait l'homme. Et dans nos pays, il faut laisser la liberté, que les gens puissent exprimer ce génie intérieur. Ce génie intérieur n'est rien d'autre que le Dieu qui nous habite. Oui, je crois. C'est certainement ce même Dieu qui l'a habité et qui l'a inspiré tout le temps qu'il a passé aux côtés du président Paul Biya pour comprendre que lorsque vous êtes à côté du président, la première sagesse à intégrer, ne vous considérez jamais comme son ami. Parce que d'abord, vous ne l'êtes pas. Et si vous étiez même son ami, vous ne l'aideriez pas comme il se devrait. J'ai été, et ça a été un honneur pour moi, d'être un très proche collaborateur, dévoué et honnête, mais qui reste libre dans ses pensées. D'ailleurs, pour l'aider, je dois être libre. Et c'est ça qui s'est passé. Corps et âme. Alors, quand on est un proche collaborateur du chef de l'État, il faut avoir beaucoup de personnalité ou alors être un béni oui-oui. Je ne sais pas ce que vous entendez par beaucoup de personnalité. Je pense tout simplement Il faut savoir le dire la vérité quand il le faut. Oh, est-ce que vous avez la vérité? Il faut être honnête. Honnête, qu'est-ce que cela veut dire? Si vous demandez un avis, vous donnez le vôtre, même s'il ne le suit pas. Si vous avez quelque chose à lui dire, il faut le dire avec respect pour qu'il puisse avoir des éléments pour prendre des décisions. Si alors vous traitez les dossiers, ce n'est pas lui qui va traiter les dossiers à votre place. Vous devez être un homme d'État consciencieux qui applique les règlements et la loi. En faisant ça, vous êtes propre et vous êtes heureux de lui rendre service et de rendre service à l'État, au pays. Je pense même que c'est plus facile d'être honnête et rendre service que le contraire. Évidemment, à court terme, ça n'a l'air de rien, mais à moyen et long terme, ça paye toujours. Vous avez été vraiment très très proche de lui. Oui, proche, j'ai été secrétaire général de la présidence de la République. Avant de l'être, j'ai été ministre chargé des missions. Quand on est ministre chargé des missions, c'est les missions que lui, il vous assigne, donc personne ne sait ce qu'il vous donne comme travail. J'ai été conseiller spécial, j'ai été ministre de l'enseignement. Vous l'avez conseillé? Non, quand on est conseiller spécial, c'est-à-dire vous traitez des problèmes spéciaux qui sont des questions réservées. Et quand je vous dis réservé, c'est pas... confidentiel. Confidentiel, même réservé, c'est pas à vous que je vais le dire. Aux journalistes que je respecte que vous êtes. Ça n'a rien à voir avec ça. Un conseiller spécial, il reste un conseiller, mais il est spécial. Je n'ai pas été l'unique conseiller spécial au Cameroun. J'ai été ministre de l'enseignement supérieur et au moment où il y avait du tumulte, peut-être que vous poserez la question sur... Ah, vous voulez parler de la réforme universitaire? Oui, il n'y a pas eu que ça. Ça fait tant de mal non, aux pas étudiants, de mal. aux jeunes. On ne fait pas la réforme pour en être, n'est-ce pas, pour être encensé. Mais c'est une réforme qui a sauvé l'université à tous égards, à savoir, première chose, remettre l'université aux enseignants universitaires, ouvrir l'université aux régions parce que l'université doit être un centre, un pôle de développement, non seulement matériel, économique, mais surtout, ça doit être le temple du savoir.
c'est-à-dire cultiver le savoir qui n'a rien à voir avec la connaissance. Ensuite, ça donne la possibilité d'une ouverture à l'extérieur, parce qu'on n'avait qu'une seule université. Mais en créant plusieurs universités, vous donnez la possibilité au pays, n'est-ce pas, de s'intégrer dans ce qui peut être appelé la connaissance, le savoir international. Quant aux 50 000, je sais que au moment où j'ai fait prendre cette décision a permis de sauver l'université. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple, quelques exemples. Vous aviez des étudiants qui avaient des bourses pour faire une faculté de lettres, par exemple, de 3-4 ans. Après 8 ans, ils étaient encore en deuxième année boursiers. Ils avaient femmes et enfants dans le camping. Écoutez, j'aimerais avoir ces gens devant moi, puisque déjà en ce temps-là, je le leur avais expliqué. La bourse d'études n'est pas un salaire, première chose. De deux, si on a supprimé les bourses, les aides d'université n'ont pas été supprimées. Il fallait tout simplement mieux les gérer. Et puis 50 000 francs. Les échos me venaient de ma cellule. Vous avez des écuries. On paye 500 000, 800 000 par an aujourd'hui. Et les Camerounais y envoient leurs enfants. N'est-ce pas paradoxal? C'est justement ce qu'il fallait éviter. Mais comme la réforme n'a pas été appliquée avec rigueur, vous avez eu ces échappatoires. Il faudrait que les universitaires reprennent l'université en main. L'université, ce n'est pas seulement la gestion administrative. C'est une gestion qui n'est pas facile. On forme notre jeunesse. Donc ce n'est pas un problème de 50 000 francs, puisque même alors, beaucoup de parents qui n'étaient pas supposés avoir les moyens envoyaient tous leurs enfants en Europe. Est-ce que le président était d'accord avec vous pour cette réforme? La réforme, c'est le président qui signe la réforme. Le ministre de l'Enseignement supérieur était un technicien. C'est la réforme du président de la République. C'est à lui qu'il faut s'en prendre? Non, ce n'est pas à lui qu'il faut s'en prendre. Il faut s'en prendre au technicien qui est là pour expliquer. On n'est pas ministre pour seulement les avantages. Le ministre est là pour faire le travail. Il a beaucoup d'avantages? Oh, je ne sais pas. Il devrait avoir des avantages qui lui conviennent. C'est un travail qui est très difficile. Quel est le rôle que vous avez joué comme secrétaire général de la présidence? Le rôle est défini par les textes. En fait, c'est le régulateur de l'administration de tout le pays, mais en même temps, on est proche du président de la République. C'est-à-dire que vous le voyez régulièrement? Vous pouvez le voir régulièrement, parce que ça dépend de lui. Vous ne le voyez pas, c'est lui qui vous voit. C'est différent. C'est lui qui fait appel à vous? Oui. C'est pour cela que quand j'ai entendu que j'ai appelé le président de la République de ma cellule, je me suis rendu compte que ceux qui le disaient ne connaissaient pas, ne maîtrisaient pas le milieu. On n'appelle pas un président de la République. C'est le président qui appelle ses collaborateurs quand il le juge opportun. Alors, comme secrétaire général, c'est une usine. Une usine à problème qu'il faut, d'aucuns, pour certains, résoudre, ou alors soumettre au chef de l'État qui prend des décisions péremptoires qui lui reviennent. Et j'ai eu le privilège d'avoir cette fonction et je pense que j'ai fait ce que je pouvais pour l'assumer avec honnêteté, probité intellectuelle et pour aider le président à accomplir sa mission. Et ceci, vous devez le faire dans la discrétion, même si l'extérieur vous présente comme le décideur principal. Le demi-dieu? Oui. Le puissant? Le puissant
Et il ne faut pas tomber dans ce genre de provocation. Vous faites votre travail avec humilité, comme j'ai essayé de le faire. Et puis le reste, je dirais tout simplement faire et laisser dire. Oui. Oui, pour ça, nous sommes tous des hommes. Est-ce que avoir cette proximité avec le chef d'État ne peut pas donner des idées de se croire, ou alors pourquoi pas moi, quoi? Ça peut donner des idées, mais il faut être réaliste. Il n'est pas là pour rien. Donc, il ne faut pas se leurrer. Il faut faire rien que son travail. Et je vous assure, ce travail-là, il n'est pas des moindres. Et quand vous essayez de faire ça, vous avez la conscience tranquille. Mais n'empêche que le 20 avril 1997, un dimanche, le professeur Titus Edjoa, à la surprise générale, démissionne du gouvernement et annonce dans la foulée sa candidature à l'élection présidentielle. Contre qui? Contre le président Paul Biya. Alors, qu'est-ce qui explique cette décision brutale et irrévocable? Mes convictions politiques ne s'accordaient plus avec les convictions du système qu'il avait créé, que le président avait créé. Pas lui-même. Qu'il avait créé. Ce n'est pas une question d'individu. Surtout pas. Il ne faut pas identifier l'individu à la fonction. C'est très important ça. Donc, pour pouvoir dire ce que je pense, j'ai eu l'honnêteté, le respect de lui et des autres de me retirer. Parce que si vous êtes dedans, vous la bouclez. Mais si vous pouvez aussi combattre de l'intérieur. C'est malhonnête. Il faut sortir à tout prix. Il faut sortir. Ça, c'est mes convictions. Pour ceux qui veulent combattre de l'intérieur, c'est leur problème. Et ce n'est même pas un combat, c'est-à-dire je propose autre chose. C'était pour proposer autre chose. La politique n'est pas un combat physique. Il faut même laisser les autres proposer. C'est pour cela que l'opposition est nécessaire. Elle n'est pas utile, elle est nécessaire. Mais il faut le faire dans une approche, je dirais, peut-être pas détendue, mais de respect de l'altérité. Voyez-vous. C'est pour cela que je ne me suis pas usé, tout en ayant mes convictions à l'extérieur. Alors vous proposiez quoi? Un autre système. Qui n'a pas marché. Pour moi, la politique n'est pas un instrument. Elle n'est d'abord pas une fin en soi. Et puis, ce n'est pas un instrument de jouissance, surtout cette jouissance ostentatoire du matériel. Ça, je ne peux pas supporter ça. Alors c'est quoi le système? Alors le système que moi je souhaiterais, ce système, j'entends par politique, d'ailleurs il y a un chapitre dans l'ouvrage, pour moi la politique doit être dirigée d'abord par une utopie, c'est-à-dire un rêve, un idéal. Et cet idéal doit se concrétiser dans des projets de société qui doivent se cristalliser dans des programmes très précis. Et ceci, la politique devient donc un instrument qui ouvre et qui donne les chances à chaque individu sur tous les plans, à savoir le plan matériel, le plan mental, psychologique et le plan spirituel. C'est-à-dire que la politique doit englober tout ça. Donc créer ces ouvertures, ces canaux qui permettent à l'être individu d'être épanoui. De s'accomplir. Voilà. Alors vous voyez, je ne peux pas être d'accord avec le contraire de cela. Ce que je vous dis là, c'était mes convictions, même avant les 17 ans. Elles restent les mêmes. Oui. Alors beaucoup ont estimé que le président vous a appelé à ses côtés et puis finalement vous l'avez trahi. Alors vous êtes un traître? D'abord, je ne veux pas spéculer sur le mot trahison. S'il y avait même eu un accord entre moi et le président, est-ce que vous le savez? Comment pouvez-vous dire que j'ai trahi l'accord? Pour trahir l'accord, il faudrait que vous soyez au parfum. Vous avez trahi l'amitié? Je vous ai dit que je n'ai jamais été l'ami du président. La relation? La relation, même pas, parce que cette relation est basée sur le respect. Et ce respect reste intact. Mais pour répondre à votre question, ce n'est pas une question de trahison.
La politique, ce n'est pas une affaire de cœur. La politique, c'est une affaire de raison. Voyez-vous, dans la raison, on ne trahit pas. C'est au cœur qu'on trahit. Et pour être honnête, à supposer même que vous soyez mon ami, si je ne vous dis pas ce que je pense, alors que vous me le dites, je ne suis pas un ami. Mais le problème n'est pas à ce niveau-là. Et lorsque vous êtes un ami, c'est sujet et sujet. C'est pas sujet et objet, comme dans la passion. Vous trouverez ça dans l'ouvrage. Sur l'amour. Oui, sur l'amour. Or, vous ne pouvez pas être un sujet avec S majuscule comme le président l'est. Vous ne pouvez pas être son ami. Il ne faut pas vous leurrer. Donc c'est une question de pensée. Et dans ma pensée, alors là, je peux vous dire que je suis un homme libre qui a construit cette liberté de tout mon passé, de toutes mes expériences. Et cette liberté-là, j'en suis jaloux. Est-ce que vous avez échangé avec le président avant de prendre votre décision? Oh, c'était des échanges, pas pour la démission. Il y a toujours des échanges avec ses collaborateurs, mais pas des échanges spéciaux pour dire que ah, vous avez fait ceci. Non, ça ne peut pas se faire. Un président de la République, vous ne pouvez pas lui parler comme ça. Est-ce que votre décision, vous en avez parlé à votre entourage avant, votre épouse par exemple? Alors ça, c'est des stratégies politiques. À personne. Tout le monde a été... Même à votre épouse? Non. Et comment elle a réagi? Ah, c'est là où l'amour fait tout. Une de mes soeurs m'a appelé, me dit, mais j'apprends que mon beau-frère a démissionné. Je lui ai dit, ah bon, démissionné, comment ça? Quand il m'a appelé, il m'a dit, il était très gai. Il m'a dit, chérie, je suis libre et libéré. J'ai démissionné. Voilà ces mots. Hein. Je suis libre et libéré. J'ai démissionné et je me présente comme candidat. J'étais un peu... Moi, j'étais préoccupée parce que je savais que dans nos pays, quand une telle chose arrive, on t'attend à l'aéroport, on te retire le passeport. Je ne suis pas venue tout de suite parce que j'ai essayé de voir comment j'allais faire. Dès que je suis arrivée à l'aéroport, ce que j'avais pensé était arrivé. On m'a retiré le passeport, on m'a fouillé et puis je suis arrivée à la maison. On m'a mis sous table d'écoute. J'observais mon mari qui était très très serein et très gai. Bon, je me suis dit, il n'est pas un petit. Un jour, il m'expliquera pourquoi. Elle a accepté par amour. C'est comme elle a accepté les 17 années. Et mon mari a choisi. Je suis avec lui, contre vents et marées. Les enfants étaient petits, je ne pouvais pas leur en parler. Même eux, ils ont subi. Et c'est là où prendre des décisions comme cela, comme celle-là, on ne se laisse pas du matin comme au soir comme ça pour dire ah je suis. Ah non. C'est quelque chose qui doit venir de vous-même. Ça vient donc ça ni trahison ni. Je vous dirais que si je n'avais pas démissionné, il y aurait eu trahison. Mais de quoi? De moi-même. Entre-temps, il fallait s'y attendre, les choses se compliquent pour le candidat déclaré à l'élection présidentielle. Il lui est désormais interdit de quitter sa résidence de Chambala, que voici au quartier Bastos de Yaoundé. Je suis mis en résidence surveillée le 22 avril, c'est-à-dire 2 jours après ma démission à ma candidature. Puis on m'a interrogé sur plusieurs dossiers, sur un dossier, faux dossier, qui d'ailleurs a été abandonné. Et j'étais en résidence surveillée, interrogé par la police judiciaire à mon domicile. Jusqu'au 3 juillet 1997, où ma maison a été entourée de forces militaires, policiers, chars et compagnie, conduit d'une façon illégale devant un procureur de la République, procureur général. C'est quoi, une arrestation, un enlèvement?
Un enlèvement, ça c'était un enlèvement, puisque je n'avais aucune justification. Puis, sans avoir jamais été entendu par le procureur de la République, il m'a mis sur mandat de dépôt. Au-delà de l'heure légale, à 21h, je me retrouvais à Kondengue, la prison centrale. Alors, professeur, compte tenu de la proximité que vous avez eue avec le président de la République, est-ce que vous imaginiez un jour qu'on puisse vous arrêter? Non, je n'imaginais pas qu'on puisse m'arrêter, mais c'était possible. Quand vous prenez ce genre de décisions qui sont des décisions lourdes, il faut savoir assumer. Et puis, qui suis-je? Au Cameroun, beaucoup ont donné leur vie pour la nation, s'il y a une vie en plus. Vous étiez prêt à mourir? Oui. Pour vos convictions? Oui. Et moi, je n'ai pas une conviction, la conception que j'ai de la mort, elle est personnelle. Moi, je n'ai pas peur de la mort. La mort n'est pas pour moi une punition. Alors, le premier jour, quand vous arrivez comme ça, alors, vous allez... Vous qui ne passez que oui. Devant? Oui, c'est une impression vraiment très particulière. J'ai essayé de le décrire un peu dans le livre, mais je reprendrai tout ça dans les détails. Vous êtes dans un autre monde. Vous vous demandez qu'est-ce qui m'arrive? Oui, c'est-à-dire vous êtes dans un autre monde. Avant même de vous demander ce qui vous arrive, il faut vous habituer à l'environnement. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous anime? C'est un sentiment de révolte? Non, pas du tout. Moi, je n'ai jamais ce sentiment de révolte. C'est un sentiment de surprise. Alors, quand je suis surpris, j'éveille tout ce que j'ai comme sens. Alors, je vois tout, j'entends tout. Et ma formation de clinicien s'éveille. Je peux même décrire votre nez, je peux décrire un petit coin. Si bien que quand je vais parler de ça, je vais vous faire vivre ça. Je pense bien, si Dieu me prête, dans un livre. Alors, mais la maîtrise, il faut aussi beaucoup de maîtrise, non? Oh, la maîtrise vient tous les jours. Avec les arts martiaux, ça. Oui, les arts martiaux. Les méditations quotidiennes. Oui, tout cela, c'est l'homme, quoi. C'est l'homme. Mais quand vous êtes dans une ambiance nouvelle comme ça, il faut prendre du recul tout de suite pour voir où vous êtes. Mais tout de suite, vous devenez populaire à la prison. Paraît-il, mais c'est parce que c'est populaire. Mais quand vous êtes prisonnier, vous devenez prisonnier, vous changez de collègue. Ah, ils vous prennent avec vous, hein. Ils vous acceptent. Ils vous acceptent. Ils vous aiment. Pourquoi? Parce que vous avez osé défier? Peut-être. Mais on partage, oui, peut-être on partage déjà la même maison, les mêmes choses, les mêmes objets. On peut dire qu'il est des nôtres. Et ça, c'est pas donné. Parce que, y compris moi-même, si je n'avais pas été en prison, est-ce que vraiment j'aurais su ce que c'est que la prison? Donc vous regardez les prisonniers autrement maintenant? Bien sûr. Bien sûr. Avec beaucoup d'égard, avec beaucoup de compassion, pas de pitié, avec beaucoup de respect. Parce que souffrir la prison, le prisonnier, ce qu'il vit, il a l'opportunité, en ce moment-là, d'être supérieur à celui qui n'est pas en prison. Parce qu'il comprend des choses, non seulement qu'il ne pouvait pas comprendre autrement, mais que vous qui êtes dehors, vous ne pouvez pas comprendre. Donc c'est une opportunité unique. Évidemment, je ne vous souhaite pas d'aller en prison. Vraiment, je ne vous le souhaite pas. Mais si jamais vous devez y aller, ne vous considérez pas comme inférieur à l'homme qui est en liberté. Encore qu'au Cameroun, tout le monde est en liberté, en sursis. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain. Alors, 19 jours après, alors, vous êtes transféré. 19 jours après, le 22 juillet, je suis approché par un jeune capitaine dont je tais le nom. Mais 2 jours avant, mes compagnons prisonniers m'ont averti qu'on risque de vous transférer parce qu'on a eu la nouvelle, parce que là-bas, les nouvelles vont très vite. Je
Je leur dis, oh, qu'est-ce que je vais faire à la gendarmerie? Moi, je suis déjà déféré, je suis avec vous. Si bien que j'étais le plus surpris, et non eux, qu'à 21h30, 22h, on vienne me sortir, m'enlever comme ils l'ont fait. On dit, on vous amène au CED pour continuer les enquêtes. Alors j'ai dit, mais quelle enquête? On n'a jamais initié une enquête avec vous. Quand j'ai vu que ça commençait à être, j'ai dit très bien, je viens avec vous. Vous avez voulu résister? Pas résister, non. C'est des résistances. La résistance, là, n'est pas la bonne. Quand vous faites les arts martiaux, il faut utiliser la force de l'autre contre lui-même, pas contre vous. Donc si vous voulez me donner un coup de poing là, je ne vais pas résister, je vais l'esquiver, et votre coup de poing va vous amener à la rigole. Alors là, j'ai tout ce qu'il faut pour vous abattre. Bon, c'est des principes martiaux, ça. Bon, il ne faut pas faire ça parce que c'est pas bon. Alors j'arrive au CED, la nuit, je suis aussi perdu. Bon, là, je suis isolé. Finalement, au terme de 2 procès à plusieurs étapes, le professeur Titus Edjoa est condamné à 15 ans de prison ferme en 1998 et à 20 ans en 2012. Chaque instant, comme je dis, c'était un combat d'abord avec moi-même, entre ce que vous appelez la mort et la vie. Mais pour moi, c'était un combat pour comprendre, pour évoluer. C'est quelque chose d'autre. La vie dans la cellule, c'est la frugalité, c'est-à-dire se contenter de très peu, à tous égards. Donc, manger ce qu'il faut et ce que vous aimez, quelquefois même ce que vous n'aimez pas, si ça vous donne de la force. Méditer, vous avez le temps de méditer, de prier. Vous avez le temps de faire le sport, de revoir votre vie et de penser à l'avenir. Ça, c'est sur le plan purement mental et spirituel. Sur le plan physique, comme vous n'avez pas à vous déplacer, j'avais là aussi le privilège d'un sport où j'ai la prétention de maîtriser quelque peu, ce qui m'a permis de faire le sport dans ma petite cellule. La cellule est de 7 mètres carrés, mais mon dojo était de 1 mètre carré et demi. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes ceinture noire 5e dan. 6e. 6e dan. Même si je n'avais pas été ceinture noire, le bagage que j'ai eu avant d'aller en prison m'aurait permis de résister. Alors, quels ont été vos moments de joie? Est-ce qu'il y a des moments de joie en prison? Ah oui, il y a des moments de joie. Revoir votre épouse, voir comment elle se débine à vous soutenir. Voir quelques rares amis, parce que vous n'avez pas l'occasion de rire. Quelques rares amis? Oui. Quand ils viennent, c'est vraiment des vrais. Revoir vos enfants qui vont et viennent, rarement devaient aller à l'école et reviennent. Tous les jours, il a eu 3 oranges, tous les jours. Parce que je me suis dit peut-être qu'il lui faut de la vitamine C. C'est des petites choses que je pensais faire du bien. Mais j'avais des difficultés pour lui faire... je me demandais comment il fait pour manger froid. Donc j'essayais de mettre de la nourriture dans des plats chauffants. Qui gardait la chaleur pendant, bon, parfois. Mais lui, ça ne le dérangeait pas de manger froid. Il y avait des repas qu'il pouvait manger un peu chaud, mais d'autres qui
Il était froid, mais il me disait toujours, écoute, ça ne me dérange pas. Alors, je faisais un panier pour qu'il mange le soir et le matin. Mais ce matin-là, il m'avait dit, il ne le mangeait pas le matin, il mangeait vers 11h midi pour écourter la journée. Donc, son petit déjeuner, il le prenait vers midi, 11h midi, pour que lorsqu'on ouvre la cellule à 14h, que la journée ne soit pas trop longue. Donc je mettais un peu de grillade, comme du poulet grillé, ou un morceau de... ou alors beaucoup de fruits, du fromage. Il aime bien la vache qui rit. Du fromage, des biscuits surtout, des biscuits, des arachides grillés. Il aime aussi les arachides fraîches, grillées. L'avocat avec du sel, il aime bien l'avocat avec du sel et du manioc. Il aime ça. Les joies, ces joies familiales, mais les joies aussi, quand vous prenez conscience que malgré tout ça, vous vous portez bien. Mais ce n'est pas des joies que vous pouvez partager. Elles sont intérieures. La joie de manger un bon plat, des joies simples. Par exemple, moi j'aime manger le zom. Le jour où il y avait le zom, j'étais content. L'avocat, le manioc. Oui, mais je suis content, mais je ne peux pas partager. Quand je mange, j'ai mangé 17 ans seul, en silence. Alors vous voyez l'importance du silence. Si vous ne comprenez pas ce que c'est que le silence, vous êtes obligé de chercher à comprendre ce que c'est que le silence. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas apprendre autrement. Ouais. Et là, le 13 février 2011, vous écrivez au président de la République Oui, qu'il veut bien vous rendre votre liberté, oui. qu'il aurait confisqué. Qu'on l'a confisqué sans raison, quelle raison me la donne? Oui, c'est pour dire que, bon, 14 ans, je ne suis pas bourse de bois. Quoi, c'est un coup de gueule? Oui, non seulement un coup de gueule, il faut lire le livre pour voir cette lettre, il y a tout dedans. Je critique ce qu'il ne faut pas faire, pas seulement pour moi, mais pour les autres. Et je me dis, ce n'est pas des rumeurs qui vont dire au président, ou bien les services secrets qui lui disent « Ah, il a respiré aujourd'hui, il a fait... » Moi-même, je prends ma plume, je lui écris. Il a reçu la lettre? Je ne sais pas. Le professeur ne sait pas, mais qu'importe. Toujours est-il que le 24 février 2014, sa liberté lui est rendue à la faveur d'un décret présidentiel signé 6 jours plus tôt. Après 17 ans de bagne, mêlés de souffrance, de doute et d'espoir, le professeur Titus Edouard, l'ancien très proche collaborateur du président Paul Biya, tombé en disgrâce, pousse un ouf de soulagement. Ouf, je suis libre. Le président savait très bien que j'étais en prison. Je ne l'avais pas autorisé, je n'aurais jamais été. Et à la fin, s'il n'avait pas signé le décret, je n'aurais pas été libéré. Il vous appartient de commenter ce que vous voulez, mais il a signé et je suis libre, je suis heureux. Vous lui dites merci? L'acte qu'a pris le président de la République n'est pas dans le registre, comme je l'ai dit, le registre d'affection. Ça rentre dans le registre de la raison. Et je réitère, dans le registre de la raison, il n'y a pas de génuflexion. Et dire même merci au président, ce serait le déshonorer dans sa fonction. Le président n'a pas besoin de gratitude. Ça, c'est ma conception de la fonction. Donc, il ne faut pas mélanger tout ce genre de choses. Alors non. vous lui dites quoi? Rien du tout. Je n'ai rien à lui dire. Et si je dois lui dire, ça ne regardera que lui et moi. Mais vous avez dit avoir pardonné tout le monde. Oui. Oui. Mais vous n'oubliez pas. Quand vous pardonnez, il faut maîtriser les images qui vous viennent en mémoire.
pas si je me fais comprendre. Maîtriser les images, ça conforte le pardon. Et le pardon est implicite à l'oubli. Là, c'est le phénix qui parle. Si vous voulez. Et qui inspire le phénix? Oh, ce qu'inspire le phénix, ça c'est la culture que chacun peut se faire. Si je parle du phénix, le phénix, c'est un oiseau légendaire, mythique, pour ceux qui ne le savent pas, mais qui représente quelque chose de symbolique, dans la mesure où l'âme intérieure ne meurt jamais. Or, les hommes pensent qu'ils peuvent tuer l'individu. Même quand on vous tue, votre âme ne meurt pas. 17 ans de cellules, c'est le corps qui a souffert, et ce n'est pas l'âme. C'est pour cela que je parle du phénix. Qui renaît toujours de ses cendres. Tout à fait. Alors pour ça fait 6205 jours de silence et de détention. Alors quand on sort de 17 ans de prison comme de séquestration, vous avez dit? Tout à fait. Voilà. Alors comment on regarde l'avenir? Oh, 6205 jours, je le répète, on n'en sort pas pour faire la guerre. Parce que dans les 4 murs qui m'ont abrité, qui sont devenus mes repères, ça vous apprend plutôt à aimer, à respecter l'autre, à donner ce que vous avez pu recevoir, cultiver. Et je l'ai dit l'autre jour, c'est cette richesse que je suis prêt à partager d'une manière ou d'une autre. Comme homme d'État et comme homme politique? Tout à fait. Tout à fait. Et ce que je vous ai dit sur ma conception politique, je le réitère. Politique n'est pas... ne doit pas être une raison de violence. Il faut vivre, même si on est de conception, de pensée différentes, dans le respect de l'autre. Et c'est ce respect de l'altérité qui vous permet de vous enrichir, même de ce que l'autre pense, même si ce n'est pas votre pensée. Évidemment, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Il faut apprendre cela, petit à petit. C'est une des choses que j'ai apprises dans ma retraite. Vous ne renoncez donc pas à la politique, vous allez la faire activement? Je ne peux pas renoncer à la politique, mais si vous êtes quelque peu indulgent, permettez que je souffle un peu. La politique, c'est toujours un combat. Donc je suis là pour récupérer un peu de respire, même si je suis un coureur de fond. J'ai besoin pas de me retrouver, parce que je suis toujours avec moi-même, mais de retrouver mon épouse, mes enfants, mes amis, mon environnement. Alors vous allez postuler à un poste électif, par exemple? J'appelle ça, c'est des spéculations malsaines. On peut faire la politique sans postuler à un poste. Mais on peut être à un poste sans faire de la politique. C'est un choix. Donc pour le moment... Vous allez militer? Pour le moment, je me repose. Alors, un message à l'endroit de la jeunesse camerounaise aujourd'hui qui éprouve quelques difficultés. Oui, je ne veux pas me faire le messie de quoi que ce soit. Quand je dis partager l'expérience, bon, tout le monde peut partager l'expérience. Chacun peut les partager avec ce qu'il a vécu. Mais pour ce qui me concerne, c'est un message d'espoir. On doit leur apprendre, parce que c'est plus de nous que d'eux. Ils ont besoin d'être encadrés. Pas seulement l'espoir ne suffit pas, mais il faut poser des actes qui non seulement nous engagent, mais engagent la jeunesse à créer elle-même son propre chemin
mais un chemin qui leur donne la possibilité de s'épanouir.